Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci d'être là. Merci de nous appuyer, de nous suivre. Merci à ceux qui se sont abonnés à notre chaîne YouTube. Un gros merci à vous. Et si vous ne l'avez pas encore fait, bien allez-y, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On veut vraiment agrandir cette petite communauté-là. Évidemment, si vous êtes plus fan des versions audio, vous pouvez nous trouver partout sur toutes les grandes plateformes où vous aimez télécharger vos balados. Que ce soit Apple, Google, Spotify, SoundCloud, n'importe où, vous allez trouver notre balado. Merci beaucoup. Salim, ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va super bien. C'est ça. Ouais. On se prépare un peu pour Noël. Ouais, la fin d'année commence à pointer le bout de son nez. J'ai jamais été fan de toutes ces choses-là. Là, tu sais, les lumières, les sapins. C'est un moment heureux, je comprends. Les enfants aiment ça, mais c'est trop. Ah ouais, ben écoute, moi j'aime bien ça pour être honnête, mais surtout parce que justement ça met un peu d'ambiance, ça nous fait oublier que c'est le début de l'hiver, etc. Mais non, écoute, c'est bien. En autant qu'il n'y a pas de neige, c'est le reste. Moi, mais non, à Noël sans neige, c'est pas beau. Come on, man. OK, on passe aux nouvelles. Petite question pour toi, Salim. Je me la posais, je la posais peut-être toute la semaine. Est-ce que tu as ou tu vas acheter le livre de Catherine Dorion? Est-ce que c'est quelque chose que tu prévois faire? Écoute, de la même manière que je n'avais pas participé à l'enchère pour obtenir son compteur OAT, là. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. D'ailleurs, l'histoire est un peu drôle parce que c'est son frère, ou tout du moins son demi-frère, qui avait finalement acheté son compteur OAT à plus de 5 000 $. Oh my God. Non, mais c'était pour une bonne cause, donc c'est une bonne chose. Okay. Et donc voilà. Non, mais blague à part, j'ai pas l'intention d'acheter son livre. Je ne pense pas que je fasse partie du lectorat cible. Je parle pas nécessairement des idées, parce que oui, effectivement, je ne suis pas Québec solidaire. Je te dis pas que tout ce qu'ils font est pas bien. Il y a toujours des bonnes idées. Il y a des idées qui sont ni solidaires, ni libérales, ni péquistes, ni caquistes. Elles sont juste des bonnes idées. Mm-hmm. Ils en ont forcément. Et ça, je le reconnais totalement. Moi, j'adhère pas. Mais non, mais c'est pas pour ça. Hein. Je suis capable de lire des livres écrits par des gens avec lesquels je suis moins d'accord. Mm-hmm. Mais c'est juste que tout ce que j'ai entendu sur ce livre-là n'avait rien à voir avec, disons, de la vraie politique, de fond. Non, c'est son expérience en politique à elle. Elle avait l'air d'avoir beaucoup de fun quand elle y était, mais là, on découvre qu'elle n'en avait pas vraiment. Mais moi, je suis pas sûr si elle avait du fun en politique. Puis d'ailleurs, je suis même pas sûr si elle-même voulait être députée. Puis, comme tu as dit, je suis d'accord avec toi. J'ai déjà acheté des livres d'anciens élus qui ne sont plus politiciens. Puis, ça fait du bien, tu sais, de lire leurs idées, leur passage en politique. Puis c'est bien. On peut être en désaccord avec ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont dit ou même leur idéologie, mais de pouvoir lire un livre et de voir un peu le backstory puis leur explication. Moi, ça m'a toujours intéressé puis ça m'a toujours intrigué. Puis oui, j'en ai beaucoup de livres, par exemple, de Pauline Marois. Donc, oui, c'est correct. Là, Catherine Dorion, premièrement, écrire un livre pour dire qu'elle était députée pendant un mandat, je vois pas le rapport. Puis je critique pas le fait qu'elle a été députée pendant juste un mandat. Il y en a plein qui l'ont fait, puis elle sera pas la dernière non plus. L'idée de Catherine Dorion, puis moi je me rappelle 2018, là, quand elle a été élue, j'étais un peu surpris parce que je dis, OK, c'est nouveau ça. C'est le look, l'attitude, le langage, c'est nouveau au Parlement. Puis j'étais, ça va peut-être intéressant, OK? Tu peux être en désaccord avec la machine, avec la façon qu'est faite la politique au Québec, avec les institutions. Tu peux être en désaccord avec ça à 100%, c'est ton droit. Mais quand tu rentres dans le Parlement, il y a un respect qui est nécessaire envers cette institution-là. Et moi, je trouve que Catherine Dorion n'a jamais
évoqué ce respect-là envers cette institution-là. Elle est rentrée pour changer les choses. C'était la rebelle politicienne. Puis bravo, tu n'étais pas la première, tu ne seras pas la dernière non plus. Il y en aura d'autres qui vont rentrer à être les rebelles en politique. Mais ce qui est important, c'est que l'institution, pour moi, c'est l'ultime. Tu peux pas dire que le Parlement ne fonctionne pas. C'est pas comme ça que ça... Tu peux pas faire ces changements-là. Puis si tu rentres en politique pour dire que garde, on est pogné en commission parlementaire, puis c'est de la merde, puis puis ci et ça, il y avait rien de positif durant son passage des 4 années depuis de 2018 à 2022. Il n'y a rien de positif. C'était juste du boudage, complaining. Des coups d'éclat. C'est juste ça. Puis je ne sais pas c'est quel analyste qui a dit ça ou un journaliste que je lisais dans le journal. Tout ce qu'elle a dit qui était contre tous ces processus-là qui sont mis en place dans le Parlement, ben c'est comme si elle insultait ses propres collègues qui, eux, faisaient leur travail. Tu comprends? Eux autres, ils allaient en commission parlementaire, puis ils faisaient les travaux, puis ils respectaient les règles, puis ils s'habillaient correctement. Donc, je sais pas où est-ce que... Peut-être que c'était pas un fit pour la politique, Catherine Dorion, mais moi, j'ai l'impression qu'elle a jamais voulu être députée, et je suis complètement d'accord, je me rappelle pas de quel analyste qui disait ça, mais je pense que son passage au Parlement, puis en politique québécoise, c'était pour se faire elle-même une promotion, puis regarde, moi, j'ai une plateforme, finalement, je vais pouvoir dire ce que je pense, puis I don't know, man. Moi j'ai vraiment pas aimé ce passage-là, puis tu sais, Catherine Dorion, puis on parle souvent de ça, là, les has-been en politique. J'ai l'impression que Catherine Dorion est devenue un has-been même avant qu'elle quitte la politique. Puis, tu sais, de sortir avec un livre après un mandat et de te plaindre pour toutes ces choses-là, puis moi, j'ai pas lu le livre, donc je peux pas, tu sais, on peut pas discuter, on peut pas parler du contenu du livre parce que je l'ai pas lu, puis je ne le lirai pas non plus. Mais c'est juste l'idée qu'après un mandat, tu sors un livre pour critiquer tes anciens collègues, ton ancien chef et plein d'affaires négatives. Mais qu'est-ce que tu as fait pendant 4 ans? Pourquoi tu n'as rien dit? C'est ça que je comprends pas. Ben, tu sais, c'est souvent, ça arrive souvent, ça, que les gens qui sont des activistes politiques, lorsque ils arrivent en politique, ils retrouvent, ils ont un peu plus de difficultés parce que, oui, la politique a son genre, a son style, a sa façon de faire, a son approche. Oui, il y a des choses un peu communes à tous les partis politiques et à toutes les idéologies, c'est-à-dire utiliser le système pour améliorer le système. Et j'entendais un commentateur politique, je ne me souviens plus lequel, qui disait, tu sais, le problème de Catherine Dorion, c'est que c'était une fille, une jeune femme, anti-système, mais qui est rentrée dans le système pour se rendre compte qu'elle était mal à l'aise dans le système. Ouais. Tu sais, il y a une chose. Moi, je ne pense pas que Catherine Dorion soit allée en politique pour faire sa propre promotion. Sincèrement, je ne pense pas. Est-ce qu'elle pensait peut-être ne pas se faire élire? C'est pas impossible, parce que sérieusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui pouvaient imaginer que Québec solidaire pouvait, en 2018, au moment où la coalition Avenir Québec s'en venait arriver pour prendre le pouvoir, que le comté de Tachereau, même s'il est historiquement un peu plus progressiste que le reste de la région de Québec, personne n'imaginait que Québec solidaire ferait élire non pas 1, mais 2 députés en pleine ville de Québec. Ça, peut-être qu'elle s'y attendait, peut-être pas. Mais tu sais, il y en a d'autres qui s'y attendaient pas. Hein. Tu sais, si on prend la néo-démocrate Ruth Hélène Brosseau, dans un comté qui, en plus, à la base, ne lui ressemblait pas. Bon, maintenant, elle l'a adopté, puis et les gens là-bas l'ont adopté, puis c'est formidable. Elle a pris sa job au sérieux. Elle a pris sa job au sérieux. D'ailleurs, franchement, elle était même
étonnamment très bonne à un moment donné au Parlement canadien et faisait un très bon travail. Et les gens dans sa circonscription l'aimaient beaucoup. Puis d'ailleurs, elle a déménagé dans sa circonscription, a fait une vie là. Vraiment, donc elle a pris ça très au sérieux. Donc c'est possible. C'est possible. Mais en même temps, il y a une différence entre les deux. C'est sûr qu'il y en avait une qui était une activiste. Je parle de Catherine Dorion. Dans le cas de Ruth-Hélène Brosseau, c'est différent, c'est un autre cas de figure. Moi, ce que je dis surtout, c'est que c'est un peu dommage parce que dans le fond, j'imagine, alors évidemment, on va nous juger parce qu'on n'a pas lu le livre puis on est en train de commenter un livre qu'on n'a pas lu. Non, mais on fait juste commenter, on commente la situation d'écrire un livre comme ça qui a eu un impact tellement négatif, puis on essaie de trouver c'est quoi le but. Non, je comprends. Ouais. Moi, je pense que le but, c'était, il y avait un certain nombre de comptes qu'elle voulait rendre. Elle voulait, elle voulait rendre des comptes à... je sais pas, elle a passé un certain nombre de temps là. Bon, on a compris qu'elle et Gabriel Nadeau-Dubois, c'était pas le grand amour. Bref, on a compris beaucoup de choses de ce genre-là. Écoute, elle en a parlé à Tout le monde en parle. Elle y était la semaine passée. Il y a quelques jours, je veux dire. Son livre a été abondamment discuté, rapporté dans les médias. Mais moi, ce que je trouve dommage, puis c'est un peu ça là où je voulais aller, c'est que c'est dommage parce que ça décourage peut-être des personnes comme elle et peut-être même des personnes même qui pensent comme elle, c'est-à-dire au niveau de son parti politique, au niveau de Québec solidaire. Il y a peut-être des jeunes qui vont se dire « Ah ouais, mais attends, mais si la politique c'est comme ça, moi peut-être que ça me tente pas. » Alors que écoute, il y a eu une réaction, celle d'un ancien attaché politique. Je l'ai lu sur Twitter, oui. Oui, celle-là, on l'a tous lu. Hein? Ouais, exact. Cette réaction-là, qui, à la base, aimait beaucoup Catherine Dorion et qui, au fur et à mesure du temps, disons, l'aimait moins. Et il a mis un peu le doigt sur le bobo. C'est-à-dire que, elle trouvait probablement que c'était une perte de temps, probablement qu'elle avait, une perte de temps, c'est-à-dire les travaux parlementaires étaient une perte de temps, etc. Et puis probablement qu'elle aurait souhaité être, sans doute ça lui ressemble plus, ça la cherche plus, elle est peut-être une femme plus de terrain, donc peut-être d'être au Parlement, c'était pas trop son truc. Pour elle, c'est une sorte de cirque, mais il y a une raison pour laquelle il y a ce genre de décorum-là au Parlement et qu'il y a ce fonctionnement-là, puis qu'il y a une game aussi avec les médias de la tribune parlementaire qui est là. Il y a une raison à ça. La raison, c'est que la démocratie, il faut lui trouver une façon de fonctionner. Alors, je suis d'accord avec elle. La démocratie, elle est imparfaite et il faut toujours essayer de l'améliorer. Puis je suis convaincu qu'il y a des zones d'amélioration claires et je suis sûr qu'elle doit avoir certains commentaires qui devraient être pertinents à ça. Mais il reste que tu peux pas juste comme ça décider de ne pas te représenter, d'écrire un livre, puis de dire que ça fonctionne pas, mais tu sais, tu avais l'occasion de peser sur ce débat-là à l'interne, tu l'as pas fait. Et c'est le point où je voulais venir, parce que tu peux penser tout ce que tu veux, OK? Puis moi, j'ai rien contre ça. Comme tu as dit, je suis encore avec toi. Dans le Parlement, il y a 125 sièges, puis il y a 125 personnes qui peuvent être complètement différentes, puis il faut que ça fonctionne, il faut trouver une façon de le faire fonctionner. Voilà. Et pour moi, ce qui dérange le plus, c'est que, tu as réussi à te faire élire, bravo pour toi. Il faut que les gens comprennent que c'est un privilège de siéger au Parlement. Et le fait que tu puisses réussir à avoir la majorité des votes ou la pluralité des votes de ton comté pour aller siéger au Parlement, mais c'est une grande chose. Tu as eu la confiance des gens de ton comté, de tes concitoyens, pour aller les représenter. Tu ne peux pas arriver au Parlement pensant que moi, je suis là pour représenter une vingtaine ou une centaine de personnes avec qui, moi, on a les mêmes idées ou les mêmes idéologies. Tu es là pour représenter les 50 000 personnes
qui vivent dans ton comté ou environ, là, dépendamment des régions. Donc, quand tu arrives au Parlement, même si tu n'aimes pas ce que tu fais, ou l'institut, ou la façon que ça fonctionne, tu as tous les droits d'amener n'importe quel thème sur le plancher du Parlement. C'est pour ça que tu es là. Donc, pourquoi ne pas prendre avantage de ça? C'est ça le problème. Moi, c'est ça que j'ai jamais compris. Donc, tu peux te plaindre autant que tu veux, mais quand on regarde un peu, puis je sais pas c'est quel journaliste encore qui a écrit ça, quand on regarde un peu son parcours, il n'y a rien qui a été fait par Catherine Dorion. Il n'y a pas un sujet qu'elle a amené pour dire « Moi, j'aime pas ça. Est-ce qu'on peut débattre de ça? » Oui. Mais écoute, moi, pour être très honnête, je ne sais pas c'est quoi son bilan à Catherine Dorion comme députée. Il y a peut-être rien, il y a peut-être des petites choses ici ou là, plus ou moins insignifiantes. J'ai aucune idée. C'est possible qu'elle ait fait quelques affaires, j'ai aucune idée. Donc je veux pas la juger. Mais par contre, chose est certaine, c'est que le constat qu'elle fait, je te dis, non seulement décourage des jeunes comme elle, et voire même plus jeunes qu'elle, décourage des gens de son parti politique qui voudrait potentiellement essayer de percer aussi, à y aller en se disant, bon, ben, écoute, si ça change rien, on n'a pas besoin d'y aller. Mais aussi, ça rend pas justice à des initiatives du Parlement qui ont été des initiatives qui ont été très bien reçues par la population. Des initiatives comme par exemple l'aide médicale à mourir avec Véronique Yvon. Avec Véronique Yvon qui a travaillé avec d'autres personnes, notamment avec Jeff Kelly, mais pas seulement, et Jeff Kelly qui était un député libéral, puis il y a eu une approche qui était concertée, transpartisane, il y a eu une espèce de commission transpartisane. Enfin bref, c'est intéressant. Dans le fond, il y a possibilité de faire ça. Ouais. Il y a de possibilité de faire ça. Évidemment, il y a des sujets où les partis politiques sont aux antipodes les uns des autres. Donc, c'est sûr que j'imagine bien que sur je sais pas moi, la gestion de l'économie entre Québec solidaire et la CAQ ou même le Parti libéral, il va y avoir tout un monde. C'est sûr qu'ils ne s'entendront pas. Mais sur des sujets d'intérêt public qui n'ont pas de couleur partisane, mais qui font appel à une certaine conscience, qui font appel au gros bon sens, qui font appel à un certain consensus, eh ben oui, il y a des possibilités. Alors, c'est quelque chose. Puis ensuite, sur le fonctionnement, je veux dire, il y a aussi ce qu'on appelle le bureau de l'Assemblée nationale, dans lequel siègent un certain nombre de députés, qui sont en mesure aussi de faire des propositions pour améliorer certains aspects à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Alors, peut-être que pour Catherine Dorion, c'était trop limitatif. Il n'y avait pas possibilité de faire des grandes choses avec ça. Écoute, je sais pas. Moi, regarde. Moi, je pense que améliorer, c'est toujours... En tout cas, tenter d'améliorer, c'est toujours mieux que de ne rien faire, là, en tout respect. Je veux pas dire qu'elle a rien fait, je le sais pas. Mais je pense que si elle n'est pas arrivée à coller son nom à une lutte en particulier ou à un projet en particulier ou à une cause en particulier, ben, ça tient d'elle, c'est pas à cause de l'Assemblée nationale. Tu sais, Véronique Yvon, là, elle a été au pouvoir, 18 mois, et pendant ces 18 mois, elle était en congé maladie pendant quasiment 9 mois, donc dans le fond, elle a été ministre 9 mois sur une carrière de députée qui a duré, je pense, une douzaine d'années. Ouais. Véronique Yvon, même sans être au pouvoir, sachant qu'en plus, elle était ministre déléguée. Mais Véronique Yvon, même sans être au pouvoir, elle a eu de belles réalisations. Oui, l'aide médicale à mourir, mais aussi des histoires de conditions féminines, etc. Donc, regarde, il y a toujours matière à coller ton nom. Par contre, là, le nom de Catherine Dorion, on va s'en souvenir comme étant le nom de la personne qui
a fait des coups d'éclat à l'Assemblée nationale, en allant en hoodie, là, en coton ouaté, et Doc Martens à l'Assemblée nationale, celle qui a essayé de bousculer un peu le décorum. Écoute, on va se souvenir de ça. Écoute, voilà, mais tu sais, je veux dire, il faut pas s'étonner par la suite que le monde se souvienne pas de toi pour une cause, quand la réalité, c'est que t'as pas porté de cause. Ouais. Puis, en terminant, je veux juste aussi souligner quand même une grande classe avec laquelle Gabriel Nadeau-Dubois s'en est pris de ce sujet-là. Il n'a pas trop donné d'attention, mais il a fait quand même une déclaration, je pense, sur Twitter ou Instagram, je ne me rappelle pas où je l'ai vu, où il a mentionné certaines choses, puis that's it, that's all. Regarde, tu sais, t'as pas aimé ce qu'on a fait, mais il a plutôt choisi de montrer que, tu sais, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, puis de toute évidence, Catherine Dorion, elle voulait pas jouer avec l'équipe, tu comprends? Puis moi, j'ai bien aimé la façon qu'il a affronté ce sujet-là, mais je suis d'accord aussi avec toi que c'est dommage parce que, et je sais pas pour toi, mais j'aime beaucoup quand je vois des plus jeunes visage rentrer au Parlement. Ça montre qu'il y a un intérêt dans les générations plus jeunes à participer activement dans les affaires politiques, puis sociales et économiques. Et oui, peut-être que sa sortie a pu, on verra bien, on ne sait pas, mais aurait pu peut-être créer un malaise pour certains jeunes de se lancer en politique, puis c'est dommage. Ouais. Passons à un autre sujet, parce que c'est incroyable, Salim, parce que la semaine passée, on a parlé un peu de la mise à jour économique. On a parlé aussi de tout le processus compliqué des négociations avec le secteur public, et les fonctionnaires, etc. Et tu as très bien fait pour mentionner que pour la première fois depuis que la CAQ est au pouvoir, ben là, c'est le vrai défi de gérer un gouvernement, puis de s'affronter à des finances publiques un peu difficiles. Donc ça, c'était la semaine passée, il y a 7 jours. Aujourd'hui, même pas 7 jours après, quelques jours après qu'on a lancé l'épisode, il y a une annonce du même ministre qui nous a dit que les choses vont être difficiles, il va falloir se serrer un peu la ceinture, puis tu sais, les négociations. Il a dit qu'on avait plus de marge de manœuvre. Mais, exact. Ça peut être interprété comme c'est un moment un peu plus compliqué, un peu plus difficile. Exact, il faut faire un peu plus attention, puis je sais pas, quelques jours après, une semaine après qu'il a fait ça, puis quelques jours après qu'on a publié l'épisode, mais on apprend que le gouvernement est prêt à mettre 5 à 7 millions de dollars pour accueillir les Kings de Los Angeles. Pour quoi faire? Pour venir jouer et pratiquer à Québec, à la ville de Québec. C'est pas un déménagement, là? Non. Ça serait bien que ce soit le déménagement, mais... Ouais, si c'était le déménagement, ça coûterait plus que 5 millions, là. Exact. Puis, tout le monde a commencé à se gratter un peu la tête. What? Qu'est-ce qui se passe? Il y a à peine une semaine qui nous disait que les choses ne vont pas si bien que ça. Puis là, tout à coup, on lance 5 à 7 millions de dollars pour accueillir une équipe qui, en passant, les propriétaires sont des milliardaires, tu comprends? Ou le propriétaire, je sais pas. Donc, tu sais, 5 à 7 millions pour eux, pour financer leur visite ou je sais pas combien, leur séjour à Québec, je sais pas combien ça va coûter, mais c'est des miettes pour eux. Pourquoi que le gouvernement doit débourser cet argent-là? Et en plus de ça, en plein milieu des négociations, et on sait que c'est difficile, tu te fais planter dans les médias tous les jours parce que ça va pas bien. Les gens sont dans les rues, les parents sont frustrés parce que les écoles sont fermées 1 ou 2 ou même 3 jours par semaine, puis ils doivent tous réarranger leur horaire. Puis là, tu penses que c'est idéal pour toi de sortir et annoncer que, regarde, on va donner 5 à 7 millions aux Kings pour venir à Québec. Je sais pas quel type de coût ils pensent qu'ils ont encaissé avec la perte de l'élection partielle. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils se sont vite rendus compte qu'il faut corriger ça. Il faut corriger vite ça, comme si l'élection générale est demain. Tu comprends?
Puis, je sais pas c'est quoi que ça va porter. Je sais pas si les retombées vont aller retourner cet argent-là aux contribuables. J'ai aucune idée. Mais je suis pas nécessairement contre le fait de peut-être donner de l'argent pour une équipe. Tu sais, OK, ça crée des relations. Il y a les gens qui vont aller voir les Kings à Québec. Ça va créer un peu de tourisme, whatever. Mais le timing, il n'y a personne qui a pu dire « Hey, monsieur le ministre, peut-être qu'on peut attendre l'année prochaine. I don't know. » Qu'est-ce qui se passe? Mais tu vois, moi, je vais juste te dire un truc. Moi, ce que je trouve le plus problématique là-dedans, c'est que c'est même pas d'un point de vue comptable. Hein, moi, je vais te le dire. Ce que je trouve le plus problématique là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, il y a de très nombreuses personnes dans la population, là, une bonne partie de la population, qui est un peu tannée que des entreprises privées, parce que c'est une entreprise privée, hein, les Kings de Los Angeles, là, c'est une entreprise privée qui fait de l'argent. Beaucoup d'argent. Comme tu as dit, plusieurs fois multimillionnaire, voire milliardaire. Mais je pense que l'équipe elle-même, c'est dans le top 5 ou le top 10 des équipes de la LNH en termes de revenus. Alors, la population, une bonne partie de la population est tannée que des entreprises privées milliardaires obtiennent de l'argent public. Les gens ne comprennent pas ça. Puis tu sais quoi? Je suis d'accord avec les gens qui ne comprennent pas ça. Maintenant, cela dit, puis très loin de moi l'envie de défendre cette idée, parce que je ne la trouve pas très bonne, pour être honnête. Effectivement, à cause du contexte aussi des négociations, effectivement à cause d'une mise à jour économique qui avait été rendue publique une semaine plus tôt, dans laquelle effectivement on dit que l'économie, il y a peu, voire pas de croissance, et qu'il va falloir qu'on serre la ceinture parce qu'on n'a plus de marge de manœuvre. Mais au-delà de ça, je crois que l'objectif du gouvernement du Québec était d'être en mesure d'envoyer à la Ligue nationale de hockey le signal que Québec était peut-être prête à recevoir une équipe de hockey. Attends. Je sais où est-ce que tu t'en vas. Je sais où est-ce que tu t'en vas, mais que Québec était prête à accueillir une équipe de hockey. Pour accueillir une équipe de hockey, c'est pas juste il faut aimer le hockey, c'est pas juste aimer les Nordiques de Québec, c'est est-ce qu'il y a un marché au Québec pour une deuxième équipe et cette deuxième équipe-là qui serait, admettons, les Nordiques, une espèce de résurrection des Nordiques. Comment je vais dire ça? Est-ce que s'il y a des équipes de la Ligue nationale qui viennent d'ailleurs, outre la rivalité Montréal-Québec, est-ce que s'ils viennent d'ailleurs, est-ce qu'il y a assez de gens qui sont intéressés par les voir? Parce que ça ne peut pas être juste un projet sentimental, le fait de ramener une équipe de hockey. Mais il faut que ça ait du sens financièrement. Il faut que ça ait du sens financièrement. Alors justement, pour donner du sens financièrement et envoyer ce signal-là à la Ligue nationale de hockey, puis d'en faire la démonstration, c'est l'opportunité d'amener une équipe de hockey qui soit autre que celle des Canadiens de Montréal, qui viendrait d'ailleurs pour une pratique ou quelques séances de pratique, et qu'à partir de là, on soit en mesure de voir est-ce qu'il y a de l'engouement. Est-ce que, par exemple, George et Salim, ils vont prendre leur voiture et se rendre jusqu'à Québec pour regarder la pratique Est-ce qu'on va payer non seulement notre gaz pour nous rendre là-bas, mais est-ce qu'on va payer aussi nos billets? Est-ce qu'on est prêt peut-être même à prendre une nuit d'hôtel, là-bas, 2 chambres séparées. mais tu sais, est-ce qu'on est prêt à ça? Et c'est ça, tu testes un peu le marché. Tu vas me dire, ouais, mais là, c'est parce que ça coûte cher, l'étude de marché, à 7 millions, 5 à 7 millions, quand l'équipe de hockey pourrait très bien venir pour 0. Et tout simplement profiter des installations super modernes et extraordinaires qu'offre le Centre Vidéotron à Québec. Tout nouveau, tout flambant neuf, en tout cas il y a à peine quelques années, puis il n'a pas été utilisé. Donc moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que l'idée derrière
au gouvernement du Québec, elle n'est pas nécessairement mauvaise dans la perspective où on veut ramener une équipe de hockey. Dans la perspective, George, où la CAQ ne réalise aucun grand projet à Québec. Il n'y aura pas de troisième lien, il n'y aura pas de tramway ou de système de transport collectif digne de ce nom en 2023. Là, alors peut-être que le projet de la CAQ, c'est de ramener vraiment une équipe de hockey. Mais ce qui est, à la limite, pourquoi pas? C'est-à-dire, je suis pas en train de te dire que c'est plus important que d'avoir du transport collectif. Ce que je suis en train de te dire, c'est juste que pourquoi pas? Ça pourrait être un des projets de la CAQ. Mais là où ça marche pas, c'est qu'on est... Oui, le contexte est très mauvais. On est dans le contexte d'une économie un peu comment dire, quasiment à l'arrêt, là, qui s'essouffle. On est dans un contexte de négociation avec le secteur public. Alors, tu sais, va expliquer qu'il y a de l'argent qui va être, comment dire, donné, si je peux le dire comme ça, à une entreprise privée qui se trouve être une équipe de hockey, pendant qu'il n'y a pas il y a un plafond de concession que le gouvernement du Québec est capable de faire dans le cadre de cette négociation. Dans le cadre aussi où il y a des... écoute, même dans la mise à jour économique, là, je ne me souviens plus exactement, mais il y a des choses là, qui étaient comment dire, qui étaient financées à hauteur de 500 000, 700 000, 1,3 million, etc. Puis des choses qui sont beaucoup plus importantes. Puis là, oups, 7 millions pour une pratique de hockey. Tu sais, je veux dire... Look, l'idée de ramener une équipe à Québec, moi, j'aime ça. C'est sûr que nous, on a grandi avec la rivalité canadienne-nordique et je pense qu'il pourrait avoir un marché. Le hockey, là, c'est une religion au Québec, tu comprends? Donc, pourquoi il n'y aurait pas une équipe qui attirait des gens dans un aréna à Québec? Moi, je crois que c'est possible. Moi, je vais répéter ce que Bernard Drainville a dit, un ministre du gouvernement de la CAQ, qui a dit... Pas n'importe lequel, ministre de l'Éducation. De l'Éducation, quand même, un ministre important, qui a dit... Non, mais important parce qu'aussi, on est dans les cadres de négociation avec les profs. Exact. Donc, lui, il veut régler un énorme dossier, dans son ministère. Puis, il est sorti dire, regarde, je sais pas, ça n'a pas fonctionné avec des centaines de millions de dollars pour amener une équipe à Québec. Je sais pas si ça va fonctionner avec 5 ou 7 millions. Ça, c'est le ministre. Et on a vu les derniers jours que c'est pas le seul. Il y a d'autres personnes qui commencent à sortir et dire peut-être que le timing n'était pas parfait. Par contre, le premier ministre et son ministre des Finances, il continue à croire que c'est une bonne décision. Puis je pense que j'ai entendu quelque part que la semaine prochaine, ils vont sortir avec plein de publicités puis je sais pas trop quoi là, pour justifier un peu cette décision-là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, surtout quand on a appris que les Canadiens ont voulu le faire gratuitement. Oui, mais alors, non, regarde, tout à fait, regarde, on va juste très rapidement, genre, juste pour éviter les mauvaises interprétations, moi, je trouve que c'était une mauvaise idée. Je trouve que, comme toi, je trouve que ça n'a pas de sens. Comme toi, je trouve que c'est absolument inexplicable le fait de pouvoir... financer une entreprise milliardaire, enfin en tout cas qui vaut plus d'1 milliard en tout cas, complètement. Maintenant, moi j'essaye de rentrer dans la logique. Je me dis que si la logique du gouvernement du Québec c'était justement de démontrer qu'il y a un marché intéressant, qu'il y a un marché pas juste de connaisseurs de hockey, pas juste des gens qui aiment le hockey, parce que ce monde-là, à la limite, j'ai presque envie de te dire, le marché du hockey au Québec est quasiment monopolisé par les Canadiens de Montréal. Ouais. L'idée ici, c'est de voir est-ce que les gradins du centre Vidéotron, là, est-ce qu'ils vont être remplis juste quand il va y avoir Montréal-Québec ou juste quand il va y avoir, je sais pas moi, Québec, enfin je veux dire les Nordiques contre, je sais pas moi, les Devils, ils veulent savoir est-ce qu'il y a de l'attirance pour le produit qui est la LNH d'une manière générale. Pas juste de est-ce que vous aimez le hockey. Parce que est-ce qu'ils aiment le hockey? C'est sûr qu'ils aiment le hockey. Tu sais, le nombre de pays, regarde si on parle d'un autre sport, là. Tu sais, le nombre de pays où le soccer est une religion, là.
c'est peut-être encore plus une religion que le hockey au Québec, dans certains pays. Ben, il y a certains pays qui n'ont jamais organisé le mondial de soccer, puis qui l'organiseront probablement jamais. C'est pas parce que les gens n'aiment pas le soccer là-bas, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas le marché pour. À l'inverse, les États-Unis qui vont organiser avec nous autres, le Canada et le Mexique, la prochaine Coupe du Monde, puis qui ont organisé celle de 94, ben même si le soccer n'est pas une religion au Canada, aux États-Unis, au Mexique, oui, mais peut-être au Canada, aux États-Unis, c'est pas le cas, ben il y a quand même un marché. Ouais. Donc, tu sais, on est dans une situation de sports business. Ouais, donc, c'est quand même étonnant de voir le contraste entre le ministre Girard de la semaine passée qui disait on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, et le même ministre Girard cette semaine qui dit il faut se permettre un peu de nous amuser. Puis il a présenté ça comme si c'était une idée pour avoir du fun, un beau loisir pour les citoyens de la ville de Québec. Ben, écoute, je regarde, je pourrais pas te dire, hein, moi, je veux pas jouer aux psychanalystes et autres psychologues, etc. Là, je sais pas. Moi, je pense juste que c'est pas une idée. C'est pas une bonne idée. C'est en tout cas certainement pas l'idée du siècle. Mais il doit avoir quelque chose derrière. Mais ça. C'est ça que je te dis. Parce que, honnêtement, je vais te dire, le ministre Girard, c'est quand même... Tu sais, c'est une bonne tête. Ouais. Ensuite, on aime le style, on n'aime pas le style. C'est un ministre des Finances, donc il est toujours... un ministre des Finances, c'est toujours un peu moins flamboyant que les autres parce que c'est quand même le ministre des Finances, etc. Mais je pense pas que ce soit quelqu'un qui l'ait fait pour le fun. Je pense pas que... Parce que tu l'as dit tellement de fois sur le podcast, Salim, il existe presque jamais de coïncidence en politique. Oui, puis cette décision-là doit être motivée par quelque chose. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui était passé par la tête pour te dire que, on va justifier les 5 à 7 millions? Alors, justement, et puis là, je jette un pavé dans la mare. Je le sais pas. Mais est-ce que c'est parce qu'on a envie d'un petit peu faire oublier les projets qui se réaliseront pas à Québec? Est-ce que c'est parce que le 3e lien, ça a été un fiasco? Ceux qui étaient en faveur ne vont pas l'avoir. Ceux qui étaient contre, ils voient des allées-venues. Ils voient que là, tout d'un coup, peut-être qu'il faudrait reconsidérer le fait qu'il ne va pas y en avoir. Enfin bref, on le sait. Il n'y en aura pas de 3e lien. En tout cas, moi, je suis convaincu qu'il n'y en aura pas de 3e lien. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Là, il y a le projet du tramway qui tombe à l'eau. La CAQ va probablement avoir besoin de laisser une trace à Québec. Alors, ça sera peut-être le gouvernement qui aura... Enfin, en tout cas, je ne pense pas qu'on va avoir une équipe de la Ligue nationale d'ici 2026, mais disons qu'il aura mis les jalons nécessaires pour avoir une équipe de la Ligue nationale. Mais écoute, c'est à voir, c'est à suivre. Et de toutes les manières, le ministre Girard n'aura pas à défendre ce projet-là très longtemps parce qu'il y a des rumeurs qu'il l'envoie à Ottawa. Ah oui? Ah, OK. On en reparlera probablement dans un autre épisode. Interesting. OK, on va terminer avec un autre sujet un peu plus léger, un peu plus humoristique. Il y a un tweet qui est sorti au courant de la semaine du chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, parce que on nous a dévoilé la nouvelle pièce, la monnaie canadienne, avec le portrait du roi Charles III. Et le PQ, c'est sûr que eux autres, ils font leur politique, puis bravo pour eux. Là, ils ont vite sauté là-dessus, puis ils ont dit, garde, on peut pas accepter cette monnaie-là. On aimerait plus avoir l'effigie de René Lévesque sur notre monnaie. Puis, c'est drôle parce que j'ai répondu sur Twitter et je ne m'attendais pas à une réponse de Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis j'ai répondu, attends, je suis confus. Est-ce que vous voulez garder la monnaie canadienne ou non? Parce que, pour vous, c'est un non-issue. Tu comprends? Ouais. Si vous, le but, c'est de vous séparer du Canada, ben vous devrez vous en foutre de ce qui se passe sur la monnaie canadienne.
Puis il m'a répondu avec un happy face. Puis là, j'ai pas trop compris s'il pensait que j'étais de son côté ou non, si on blaguait tous les deux. En tout cas, tout ça pour dire que Pas Saint-Pierre Plamondon, il est quand même très actif là-dessus. Puis on l'a déjà mentionné dans d'autres épisodes. Ils sont excellents à aller trouver des sujets qui ne font aucune différence dans la vie des gens, mais qui font parler d'eux. Puis je pense que c'est un autre de ces sujets-là. Dans le fond, lui, ce qu'il essaye d'envoyer comme message, c'est si vous n'aimez pas le roi Charles, pas pour sa personne, mais pour ce qu'il représente au Québec ou au Canada, vous allez mieux aimer René Lévesque. La réalité, c'est que même chez les Québécois les plus fédéralistes, ils ont tendance à davantage s'identifier à René Lévesque qu'à Charles III. Ouais. Écoute, il existe quelques royalistes au Québec, mais ils sont quand même assez rares. On les trouve habituellement davantage plus dans le reste du Canada. Écoute, moi je pense que son autre message, c'est de dire, écoutez, vous êtes mieux de choisir une pièce de monnaie avec le visage de René Lévesque. Et ça signifie, autrement dit, la souveraineté. Donc, un Québec souverain, indépendant, aurait sa propre monnaie et sa monnaie serait frappée du visage de René Lévesque. C'est intéressant parce que, oublie pas, il y a tout un travail à la fois marketing et psychologique là-dedans. Quand tu promeus la souveraineté, il y a souvent une question qui arrive, qui est posée aux souverainistes. C'est, mais là, demain, le Québec est indépendant, on va avoir quoi comme monnaie? Là, d'une certaine manière, de manière un peu humoristique, puis il prend comment je vais te dire ça, l'occasion au vol. Qu'est-ce qu'il dit aux gens? C'est on l'aura, notre monnaie. Une fois on sera indépendant, on va l'avoir, notre monnaie. C'est ça qu'il essaye de dire. Donc, il y a aussi une espèce... Alors oui, c'est un jeu. Oui, c'est un message. Oui, il y a un peu de tout ça. Moi, je trouve que c'est habile. Je te dis pas que ça a un impact. Je trouve que c'est habile. Ça vient nourrir son narratif à lui, comme chef du PQ, son narratif comme le leader des forces souverainistes et le narratif du Parti québécois et du mouvement souverainiste dans son ensemble. Non, mais c'est ça. C'est ce qu'on disait. Ils vont aller chercher n'importe quel sujet pour retourner les yeux vers eux et de faire parler d'eux. Puis bravo pour eux. Pour ce qui est de la monnaie canadienne, il y a eu certains analystes et journalistes qui se sont posé la question, est-ce que c'est nécessaire de même changer la monnaie? Puis moi, je ne suis pas royaliste non plus, là, je m'en fous de la monarchie, mais l'amour pour la reine Élisabeth était quand même assez solide là, au Canada. Puis je me rappelle, quand elle est décédée, il y a plusieurs qui se demandaient est-ce qu'il faudrait peut-être la changer ou la garder à cause de cet attachement qu'il y a eu avec elle, puis les Canadiens, etc. Puis, c'était un point d'interrogation. Puis là, on a vu évidemment qu'ils vont le changer. Puis je me demandais, les autres pays du Commonwealth, est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont mettre la photo du roi Charles? Est-ce qu'ils vont laisser la reine Élisabeth? Ou est-ce qu'ils vont juste tout simplement changer puis mettre n'importe quoi d'autre? Je sais pas. Je pense que partout où le monarque britannique est aussi le monarque de la place, partout où c'est le cas, à mon avis, il va y avoir, quelques changements dans la monnaie. Ouais. Parce que, oublie pas, la monnaie, c'est l'un des premiers symboles de souveraineté. D'ailleurs, c'est pour ça que Saint-Pierre Plamondon parle de ça. Parce que, pourquoi je te dis ça? C'est parce que si tu utilises une monnaie d'un pays étranger, dans le fond, c'est parce que ça veut dire que ta souveraineté est violée par un pays étranger, pour la simple et bonne raison que la valeur de cette monnaie-là
elle dépend pas de toi, elle dépend de la banque centrale d'un pays étranger. Donc, admettons un Québec indépendant qui utiliserait encore le dollar canadien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Banque centrale du Canada pourra monter ou baisser ses taux d'intérêt, rendre plus forte ou moins forte sa monnaie sur le cours, sur le marché des changes. Et puis tout d'un coup, ça va avoir un impact sur l'économie spécifique du Québec. Alors, non, c'est sûr que la monnaie, c'est un symbole. Regarde, d'habitude, il y a la monnaie, il y a le drapeau, il y a le timbre. Ça, généralement, c'est les trois symboles de souveraineté d'un pays. Juste rapidement, avant qu'on termine, hypothétiquement, évidemment, tu es un souverainiste, tu es au gouvernement, tu as réussi à mener la souveraineté du Québec, puis là, tu as la monnaie devant toi. René Lévesque, tu le mets vraiment pour le 1$? Tu ne voudrais pas le mettre peut-être dans le 100 ou le 50? Peut-être que pour le moment, il va y avoir que des 1$. Je sais pas. Non, mais blague à part, honnêtement, sincèrement, regarde, je ne sais pas. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont mis le 1$ tout simplement parce que je pense que c'était la pièce de 1$ avec Charles III qui a été présentée. Donc, c'est sûr que si ça avait été le billet de 20$, ils auraient fait la même chose avec un billet de 20$. Cela dit, un Québec indépendant, un Québec souverain, tu comprendras bien sûr que je ne suis pas d'accord avec l'idée, mais un Québec souverain, j'ose croire que il va respecter tous les Québécois, ou il respecterait tous les Québécois qui ont précédé, y compris ceux qui n'étaient pas nécessairement d'accord. Parce que c'est pas vrai qu'un Québec souverain appartiendrait juste à l'histoire de René Lévesque, ou juste à celle de Parizeau, ou juste à celle de Landry ou de Marois. Non, il y a des grands Québécois qui ont été des premiers ministres libéraux, fédéralistes, et puis bien sûr, il y a eu aussi d'autres qui n'étaient pas des premiers ministres, mais qui ont été quand même des grands Québécois qui ont apporté beaucoup à la culture québécoise, les Félix Leclerc, les Gilles Vigneault, qui étaient souverainistes, pareil. Là, on verra s'ils mettront un artiste fédéraliste, mais voilà. All right, tout le monde, on va mettre fin à l'épisode. Merci encore une fois de nous suivre, d'avoir écouté ou d'avoir regardé l'épisode. Allez vous abonner sur YouTube, s'il vous plaît. Aidez-nous à grandir un peu ça. Envoyez-nous des messages si vous voulez ou des commentaires. Gênez-vous pas, on aime ça. D'ailleurs, il y a quelques-uns qui rentrent. Je sais qu'on ne répond pas toujours, mais on les voit, on les lit, puis on vous remercie pour tout ça. Évidemment, on est sur Facebook, on est sur Instagram et sur toutes les plateformes où vous téléchargez vos balados. Allez nous trouver, abonnez-vous, suivez-nous. Merci beaucoup et on vous voit la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode. À bientôt. Ciao.